Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chosville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. Pour l'émission d'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'Europe. Et j'ai la joie d'avoir un invité. De temps en temps, je suis toujours heureux d'accueillir quelques invités. Donc ce matin, j'ai invité Monsieur Jean-Yves Bonifay, qui est bastiais, qui fut chef de cabinet de Monsieur le maire de Bastia. C'est dans ces fonctions-là d'ailleurs que j'ai fait sa connaissance il y a quelque temps, et qui a depuis changé de fonction. Il est maintenant chargé de mission, il s'occupe des affaires sociales de la ville de Bastia. Bonjour Jean-Yves Bonifay. Bonjour cher, bonjour. Si je vous ai invité, ce n'est pas pour parler ni du cabinet de Monsieur le maire, ni des affaires sociales de la ville de Bastia, encore que ce serait un sujet intéressant, le dernier sujet pourrait être intéressant. C'est parce que je me suis rendu compte en discutant avec vous que nous avions un point commun, nous aimons tous les deux les voyages, n'est-ce pas? Tout à fait, et surtout l'Europe, le voyage en Europe. Voilà, moi c'est plutôt les voyages un peu plus lointains, encore qu'avec le Covid, je me suis un peu rabattu sur l'Europe, avec un voyage à Chypre il n'y a pas longtemps, et en Arménie, si on considère l'Arménie comme étant européenne, bien sûr. Donc, dernièrement, vous avez fait un voyage en plein hiver, n'est-ce pas? Non, désolé, c'était en septembre, mi-septembre. Bon, donc c'était encore la belle saison quand même. Vous vous êtes rendu en Serbie et au Kosovo. Donc j'aurais aimé que vous nous parliez de votre voyage, pourquoi la Serbie, pourquoi le Kosovo, des conditions de votre voyage et peut-être de quelques anecdotes que vous voudriez rapporter sur ces deux pays dont j'ai presque jamais parlé lors de ce rendez-vous hebdomadaire. C'est donc l'occasion d'en parler. Je vous disais, l'origine de ce voyage est liée à ma passion, je peux dire inconditionnelle pour l'Europe. Ça fait quelques années maintenant que chaque été, ou à la mi-saison, je prends une destination au hasard. Sans aucun itinéraire. Vous utilisez une fléchette? Je prends le premier voyage qui s'est déroulé, figurez-vous que je dois rejoindre mes amis à Elrousse, et je croise une amie qui me dit « Oh, tu devrais plutôt partir sur le continent pour changer d'air ». Je pars, donc je pars, passe quelques jours à Reims où j'ai travaillé, et au moment de rentrer, au lieu de prendre l'avion pour Bastia, j'ai pris le premier avion qui partait, et c'était mon premier voyage dans les Balkans, puisque c'était Split. Et c'était il y a 2 ans ou 3 ans maintenant. Donc au lieu d'atterrir à Porretta il y a 3 ans, j'ai atterri à Split. À la grande surprise de ma mère, puisque je l'ai appelée en lui disant que j'étais arrivé, elle me demandait si je peux passer par la maison. Je lui dis non parce que je suis en Croatie. Donc ça a été un petit peu étonnant. Ensuite, je suis retourné à Paris et j'ai fait la même chose. Je dois sortir avec un ami ce soir-là. Et je me dis j'ai envie de continuer. Et il y avait un bus qui partait de Porte de Bagnolet à Amsterdam. Et je me suis retrouvé le lendemain matin à 6h du matin à Amsterdam. J'ai appelé une amie en lui disant j'arrive, je suis en mode chez toi. Une ville que je connais et que j'apprécie beaucoup. Oui. Je garde de très bons souvenirs d'Amsterdam. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer. L'année d'après, j'ai fait, ce que je dis, c'était pas une fléchette, mais presque, il y avait un vol pour Berlin. Arrivé à Berlin, il y avait un bus qui partait pour Prague. Donc je suis allé jusqu'à Prague. Ensuite, il y avait un autre bus qui allait jusqu'à Bratislava. Je suis allé à Bratislava. Ensuite, j'ai tiré jusqu'à Budapest, puisque j'étais en Slovaquie. J'ai dit, on va tirer jusqu'en Hongrie. Et en Hongrie, je suis allé à Vienne. Et après, il a bien fallu rentrer, puisque le travail m'attendait. Ça a été le premier voyage qui m'a... Donc, si j'ai bien compris, vous utilisez toujours les transports en commun? Oui, j'essaie de prendre l'avion le moins possible. Je suis bien obligé. Transport en commun terrestre?
Oui, c'est là qu'on rencontre vraiment Tout à les fait. gens. Lorsque vous êtes dans un compartiment de train, il est beaucoup plus facile de discuter que dans un avion. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, l'année d'après, je me suis dit, eh, tiens, on va partir à Belgrade. Parce que pour moi, Belgrade, et pour les gens de ma génération, la Serbie, Belgrade, le Kosovo, on a entendu toujours parler qu'à travers les bombardements. Et donc, je voulais me rendre compte de ce que c'était. Et effectivement, lorsque les gens me disent, ça étonne, vraiment, au moment où vous dites aux gens, je pars à Belgrade, la première action, c'est qu'ils se demandent pourquoi vous partez à Belgrade. C'était pour voir ce qui était. C'est ce qui m'intéresse le plus. Les plages et ainsi de suite, j'aurais le temps de les faire, on en a en Corse. Ce que je voulais, c'était voir comment les gens vivaient à Belgrade. Et du coup, la première destination a été Belgrade, sans savoir où j'allais par la suite. Vous y êtes allé comment à Belgrade? Alors là, en avion. En avion. Je suis passé par Paris et ensuite Belgrade et je n'avais pas d'itinéraire ensuite. Parce qu'à vol d'oiseau, c'est pas très loin de Bastia, hein, Belgrade. Non. Non, c'est pas loin du tout. C'est pas loin du tout. Je me rappelle, j'ai un souvenir qui me revient là, en vous entendant parler. C'était en 92, je crois. Je travaillais à l'époque, non, c'était un peu plus tard. C'était l'époque où je travaillais au Mozambique. Et je fréquentais, enfin j'étais tout à fait dans le milieu ONU, donc les casques bleus, etc. Je vivais avec eux. Et à ma grande stupéfaction, en rentrant en congé, arrivé à l'aéroport de Bastia, qu'est-ce que je vois? Je vois des bérets bleus. Effectivement, c'était l'époque de la guerre de Bosnie, je crois. Donc ça devait être en 96, 95, 96. Et je ne sais pas pourquoi ni comment, mais des casques bleus avaient fait un transit à Bastia pour aller, je ne sais pas où, en Bosnie en tout cas. Il y avait des vols qui partaient de Bastia à l'époque. Donc c'est pour vous dire que c'est pas très loin finalement. Hein. Non, c'est pas loin. Lorsqu'on en parlait tout à l'heure, effectivement, lorsqu'on voit le conflit qui a duré pendant 5 ans aux portes de Paris et aux portes des plus grandes capitales européennes, ça me semble aujourd'hui. Moi je suis allé en voiture depuis Bastia, donc après avoir pris le bateau, donc Bastia-Livourne, je suis allé jusqu'en Slovénie en voiture. Hein. Donc ça fait partie aussi de l'ancienne Yougoslavie dont nous n'avions pas encore prononcé le nom. Ça fait partie d'une prochaine destination, j'espère la Slovénie. Oui, très beau pays alpin et montagneux. Et donc, quand je suis, oui, donc je suis dans l'avion pour la Serbie, et à côté de moi, il y a un jeune franco-serbe. Donc, j'ai commencé à échanger avec lui pour avoir son impression. Parce que je savais que la barrière de la langue là-bas serait un peu plus difficile. Qu'est-ce que vous parlez comme langue de communication? Assez bien le français. Bien français. mais non, Parce que l'italien est très peu l'anglais, non. Très peu l'anglais. L'italien peut-être un peu en Yougoslavie. Très peu, c'est vraiment l'anglais, Et donc il me parle un petit peu du pays, c'est que c'est un jeune de ma génération qui s'est installé à Paris avec sa compagne et qui pour lui, l'ancien conflit justement de Yougoslavie lui semble quelque chose de très lointain et qui ne veut absolument plus connaître. Il me dit qu'aujourd'hui la jeunesse qui vit a envie de vivre comme de partout en Europe, de participer vraiment au fonctionnement de l'Europe, et que c'est seulement ses parents et ses grands-parents qui ont connu le conflit, et il espère que ça ne reviendra jamais. Et d'ailleurs, lorsqu'il m'a parlé des pays à visiter autour de la Serbie, il n'a fait aucune distinction. Il m'a dit d'aller aussi bien en Albanie qu'en Croatie, qu'au Monténégro. Il n'y avait absolument aucune distinction dans ses propos, et il m'a invité à faire au maximum le tour des Balkans. En m'expliquant, parce que je lui ai demandé s'il y avait une véritable difficulté à traverser les frontières, et en étonnement, il me dit que pour les étrangers, très peu. Que finalement, ceux qui sont le plus contrôlés aux frontières au sein des Balkans, ce sont les habitants justement de cette région. Rappelons quand même à nos auditeurs que nous sommes des privilégiés, nous, parce que nous avons un passeport européen, qui est un passeport qui permet quand même de franchir pas mal les frontières. Dans beaucoup de pays, on n'a pas besoin de visa. C'est quand même un avantage que n'ont pas les Serbes, par exemple, pour se déplacer. J'aime bien ces propos lorsqu'on parle de l'Europe en privilège. C'est une vérité. On s'en rend pas compte. On critique beaucoup l'Europe, moi le premier, pour beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ce passeport européen, c'est un véritable sésame pour beaucoup de destinations. Et que bien souvent, d'ailleurs, le principe de réciprocité n'est pas appliqué. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays du monde,
on peut rentrer sans visa ou alors en obtenant un visa à l'aéroport, alors que les citoyens de ce pays-là ne peuvent pas rentrer librement en Europe, ils doivent demander un visa qui n'est pas toujours accordé. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que nous sommes des privilégiés de ce côté-là. Le passeport américain, le passeport européen sont deux sésames merveilleux. C'est exactement ça. Et donc vous voyez que ces gens ont envie de s'intégrer, et d'ailleurs ce sont des gens vraiment très conviviaux et surtout qui ont le cœur sur la main et qui vous aident. Ce jeune garçon que je ne connaissais pas est désolé parce qu'il me dit, écoutez, j'ai un mariage à 2 heures de route au nord de Belgrade et je ne peux pas vous emmener en centre-ville. Je dis, c'est pas grave, je vais prendre un taxi sans savoir où j'allais parce que je n'avais pas encore réservé l'hôtel. Donc je débarque à 10h30 du matin. En Serbie, 10h, en pleine nuit, à 22h30. À 22h30. À 22h30. Et au moment où je viens chercher le bagage, je vois qu'il me court après, qu'il me dit non, finalement, je vous emmène. Il faut que je passe chercher un gâteau chez ma grand-mère qui habite au centre-ville de Belgrade. Donc je vous emmène. Et donc je rentre avec lui à Belgrade et il m'a un petit peu présenté la ville. Vous êtes frappé quand vous entrez par des grands immeubles, des énormes immeubles qui critiquent. Un peu stalinien. Exactement, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il a employé le mot bolchevique. Oui. Il m'a dit voilà les dernières constructions bolcheviques qui ont massacré l'ancien Belgrade, qui était une zone ici industrielle et vraiment. Rappelons quand même que Belgrade est une ville martyre qui a souffert de plusieurs guerres, à commencer par la Première Guerre mondiale, ensuite la Seconde. Et puis les derniers événements dont vous parliez. Avec il n'y a plus de stigmates. En tout cas, dans Belgrade, il y a très peu de stigmates. Lorsque vous êtes à Belgrade, vous êtes comme dans n'importe quelle autre ville. Donc ce sont des grandes avenues rectilignes. Quand vous entrez la nouvelle ville, oui. La nouvelle ville, oui. Ensuite, quand vous rentrez dans la vieille ville où j'avais l'hôtel, ils appellent ça même le Petit Montmartre. Ce sont des toutes petites ruelles pavées. Ah, il y a encore un vieux quartier quand même. Qui est très vivant d'ailleurs. Parce qu'il était donc j'arrive à l'hôtel et je me dis bon, je vais aller manger un morceau dehors. Et je sors et la ville était pleine. Alors qu'il était minuit. Et ça m'a fait penser, lorsque je pars pour faire mon test et que je suis à Bastia et que j'explique que je vais en Serbie, la dame m'a regardé un petit peu horrifiée en me disant c'est bizarre parce que c'est la guerre. Bon, c'est plus la guerre depuis longtemps, mais ça veut dire qu'il reste ça quand même dans l'esprit des gens. Le Kosovo, la Serbie et tout correspond encore à des zones de guerre. Rappelons à nos auditeurs que l'ex-Yougoslavie a explosé comme l'a fait l'Union soviétique et qu'aujourd'hui la Yougoslavie se retrouve dans une situation un peu particulière puisque 2 États issus de la Yougoslavie sont membres de l'Union européenne, la Slovénie dont je parlais tout à l'heure et la Croatie, alors que la Serbie et les autres, la Macédoine du Nord comme on dit aujourd'hui, le Monténégro, le Kosovo dont on parlera tout à l'heure, bien sûr ne sont pas membres de l'Union européenne. Et la Bosnie non plus n'est pas membre de l'Union européenne. Donc ça crée une fracture, je dirais, une fracture politique, voire monétaire, aussi au sein de l'ex-Yougoslavie. Tout à fait. Vous sentez cette différence. D'ailleurs, de fierté, les pays qui ont intégré l'Union européenne en sont très fiers. Lorsque je suis j'en parlerai plus tard, mais lorsque je suis à la frontière entre la Macédoine, parce que j'ai en Macédoine du Nord jusqu'en Bulgarie, lorsque vous êtes à la frontière, il y a d'un côté le drapeau de la Macédoine du Nord et de l'autre côté le drapeau de la Bulgarie avec un immense drapeau européen de l'autre côté. Donc il y a une fierté d'avoir intégré l'Union européenne. Une fierté. Et donc oui, je vous parlais des stigmates de la guerre. Vous ne le sentez pas dans Belgrade même, puisque ça a été reconstruit. Mais là aussi, après avoir passé 3 nuits à Belgrade, je prends un bus, parce qu'au départ, je dois aller à Sarajevo, parce que j'avais envie d'aller à Sarajevo, je me suis dit, tiens, je vais jusqu'à Sarajevo, et je rentre dans la vieille gare de Belgrade, qui doit dater des années 50, tout en bois, des vieux guichets en bois, et il n'y a plus du tout de ligne de train entre la Serbie et la Bosnie, et il n'y avait qu'un bus, c'était 9 heures de bus, ça ne me dérangeait pas de faire 9 heures de bus, mais c'était trop tard, donc le fait est que je me dis, du coup, je vais au Kosovo. Et du coup, je suis jusqu'au Kosovo et jusqu'à Pristina. Et là, ce qui est frappant, mais vraiment frappant, c'est peut-être ce qui m'a frappé le plus du voyage, c'est que si Belgrade a été reconstruit, lorsque vous traversez la campagne serbe, vous avez l'impression de ne plus être vraiment du tout en Europe. Je parle en zone géographique européenne. Les villages sont totalement détruits. On dirait que la guerre s'est arrêtée hier. Ah oui, en Serbie même. C'est incroyable. La campagne serbe est incroyable. Il y a des maisons dévastées, encore des toits qui sont effondrés. Et vous voyez qu'il y a des gens qui vivent à l'intérieur. C'est des stigmates de quoi? Parce que la Serbie en tant que telle n'a subi
entre guillemets, que les bombardements. Oui. Il n'y a pas eu de combat Non. au sol. Il y a encore, on voit qu'il y a encore des stigmates Donc, ce sont les bombardements de l'OTAN. Oui. Vous voyez qu'il y a certaines. Enfin, j'en ai conclu que c'était des bombardements, mais vous voyez qu'il y a encore des toits qui sont effondrés et tout, et c'est impressionnant. Il y a énormément de misère dans la campagne serbe, énormément. Et puis vous traversez la campagne serbe, et tout d'un coup, au milieu de champs de blé, il n'y a plus rien. Il y a une immense statue, alors je n'ai pas pu voir parce qu'elle était trop loin, je n'ai pas pu voir à la gloire de quel personnage historique serbe c'était peut-être une immense statue de. Qui a fait une quarantaine ou cinquantaine de mètres. Ou alors un monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale, parce que moi, ce qui m'a frappé en Slovénie, c'était qu'il y avait cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale, avec de l'époque titiste, hein, donc l'exaltation du patriotisme, de la lutte contre l'occupant, et des monuments aux morts, etc. Alors, cette frontière entre la Serbie et ce qui constituait encore, et qui constitue encore du point de vue serbe, une province de la Serbie, mais qu'une partie du monde reconnaît maintenant comme un État indépendant, cette frontière donc entre la Serbie et le Kosovo. Comment elle se franchit? Alors, c'est ce que je craignais. J'avais été un petit peu rassuré donc, par mon ami dans l'avion. Et puis non, il n'y a vraiment aucun souci. On est arrivé en bus, on est descendu du bus, ils nous ont contrôlés. On a plus été contrôlés pour le Covid parce que c'était en période Covid, donc plus pour le Covid que pour les papiers. En tout cas, moi, comme vous disiez tout à l'heure, avec un passeport européen, je suis rentré sans problème. Librement entre la Serbie et le Kosovo. Alors que la Serbie, rappelons-le, ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Alors je ne sais pas si dans le sens inverse, effectivement, lorsque vous arrivez du Kosovo et que vous allez en Serbie, je ne sais pas comment ça se passe effectivement, surtout si vous n'avez pas de passeport français. Alors les Kosovars ont tamponné votre passeport? Oui, j'ai eu plusieurs tampons dont je suis fier sur mon passeport. Alors on parlait des stigmates de la guerre en Serbie. Je suppose que les stigmates de la guerre sont plus importants au Kosovo, puisque là il y a eu des combats au sol. Alors pareil, lorsque vous rentrez dans la campagne kosovare, c'est la même que la frontière, de l'autre côté la frontière serbe. Par contre, quand vous rentrez dans Pristina, alors pas du tout. C'est une ville incroyable en totale expansion. Il y a des constructions vraiment de partout, des immenses immeubles, il y a des grues, ou partout où vous tourniez, il y a des grues et des constructions d'immeubles. Vous arrivez dans une immense avenue qui s'appelle l'avenue Bill Clinton. Et il y a beaucoup de noms, on voit qu'il y a une fierté là aussi un peu d'européenne et américaine, et avec son avenue Bill Clinton, ça semble incroyable. Et c'est une toute petite ville, Pristina. Vous en faites le tour, je suis resté 48 heures parce que c'était largement suffisant, et je suis tombé là encore sur des gens adorables. Et là, vous avez parlé anglais au Kosovo? Un petit peu, j'ai essayé de me débrouiller avec. Oui, il y a cette liste d'hôtels qui, lorsqu'il a su que j'étais corse, et il connaissait, et il m'a dit absolument d'aller jusqu'en Albanie, et il m'a montré des lacs extraordinaires en Albanie. Je crois qu'il y a un gros potentiel touristique en Albanie, effectivement. Oui. C'est un pays qui peut rappeler, je pense, pour certains paysages, la Corse, tant au point de vue du relief que pour la côte. Et ce qui vous frappe en premier, c'est la diversité religieuse qu'il y a lorsqu'ils arrivent au Kosovo, parce que le lendemain, j'ai été réveillé par l'appel à la prière à Pristina, et il y a des églises, il y a des clochers, il y a une diversité incroyable, et tout le monde a l'air de vivre, désormais en tout cas, en parfaite harmonie, sans aucun. En tout cas, Est-ce qu'il y a encore beaucoup de Serbes chrétiens dans la capitale, à Pristina? En tout cas, il y a encore des églises. Et elles fonctionnent? Elles ont l'air de. Oui, vous êtes rentré? Oui, j'y suis rentré. Vous avez rencontré un pope? Vous avez vu des cierges allumés? Malheureusement, je n'ai pas pu. Oui, j'en ai vu. Il n'y a que la mosquée où je voulais rentrer qui était fermée. Je l'ai faite plus tard dans l'autre pays, en Macédoine. Mais oui. Et je vous dis, vraiment, il y a une diversité religieuse, il y a une diversité dans tout qui m'a frappé. Et en tout cas, de ce que j'en ai vu de mon œil de touriste, en parfaite harmonie. Rappelons à nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas bien la réalité du Kosovo, c'est un pays qui est à peine plus grand que la Corse, puisqu'il fait 10 908 km². Sa population est bien supérieure à la nôtre, 1 900 000 habitants, et selon les dernières statistiques, il y aurait 88% d'albanophones, donc de ce qu'on appelle les Kosovars, et qui sont dans leur immense majorité des musulmans sunnites. Et il y aurait encore 7% de Serbes. Alors le problème principal au Kosovo, c'est que
une grande partie de cette population serbe se concentre dans quelques zones du pays où, d'après ce que je peux lire dans les médias, ils subissent des discriminations, provocations de la part de leurs voisins kosovars, qui sont les vainqueurs, je dirais, du dernier conflit. Alors, êtes-vous allé en zone... C'est ce que je n'ai pas ressenti. Moi, voilà, je l'ai ressenti effectivement dans la capitale. Donc, dans la capitale, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez moins ressentir. Êtes-vous allé en zone serbe? Non, du coup, je suis reparti. Pristina, je suis resté qu'une nuit, donc enfin 48 heures. Et ça m'a emmené sur le chemin de la Macédoine, parce qu'ensuite, je suis descendu en Macédoine. Alors après, vous avez repris le bus pour aller en Macédoine. Le bus, Macédoine du Nord, jusqu'à Skopje. les Alors, Macédoine du Nord, justement, le taxi, que lorsque je prends le taxi à un type qui est adorable, qui m'a donné son numéro, je vous raconterai qu'il y a un ancien militaire et qui a arrêté pour se convertir en taxi. Militaire kosovar. Ouais, qui a été en Croatie, c'était très compliqué. Je suis en Macédoine, hein. Là, je parle lorsque j'arrive en Macédoine. Oui. Et donc, je lui dis en Macédoine du Nord, et il me reprend immédiatement, de manière très aimable, gentille, en me disant non, pas Macédoine du Nord, Macédoine. Pourtant, une partie de la Macédoine est incontestablement en Grèce. Ah oui, mais voilà, il n'entendait pas de cette oreille. Et donc, c'était un ancien militaire qui. Donc, parce que j'arrive à Skopje, je passe quelques jours à Skopje, alors que je conseille à tout le monde d'aller à Skopje, capitale, je précise. Pardon, de la Macédoine du Nord. Capitale de la Macédoine du Nord. Skopje est une ville incroyable, parce que lorsque vous y débarquez, alors c'est une ville immense. Immense en tout cas, quand vous arrivez, si vous voulez, c'est l'impression que ça vous donne plus grand que Pristina. Parce que on appelle ça un Disneyland urbain. Parce que lorsque vous arrivez, oui, il y a des monuments énormes qui sont vous croyez dans une Rome, mais pas la Rome antique, une Rome moderne, avec des colonnes, des statues absolument tous les 3 mètres. Ils ne sont pas d'une qualité, exceptionnelle. Ce sont des statues de l'époque titiste ou alors justement, je l'ai appris plus tard. Statues de l'indépendance. Non, il y a un énorme conflit. C'est le gouvernement qui a construit ces statues qui sont récentes, extrêmement récentes du XXe siècle, et qui sont énormément critiquées parce que figurez-vous que ce sont des auteurs, des artistes et tout. J'ai appris que ce ne étaient pas des Macédoniens qui étaient représentés, et aujourd'hui il y a un conflit vraiment entre le gouvernement et une partie de sa population, parce que moi j'ai trouvé ça beau, en tout cas, si pas beau, amusant. Les Macédoniens n'entendaient pas tellement de cette oreille. J'aimerais mentionner pour nos auditeurs que la Macédoine du Nord est la patrie de Mère Teresa. Oui, tout à fait. Ça veut dire ça se voit. Je peux t'assurer que ça se voit. Qui était albanophone, parce qu'on dit trop souvent, je l'ai trop souvent entendu dans les grands médias qu'elle était albanaise. Non, elle n'était pas albanaise. Elle est native de la Macédoine du Nord, qui n'existait pas lorsqu'elle est née, bien sûr, la Macédoine du Nord en tant qu'État, mais donc c'est la patrie de Mère Teresa. Alors qu'est-ce que vous voyez de Mère Teresa? Alors j'ai visité, c'est un tout petit musée, mais il y a un musée Mère Teresa. Évidemment, il y a quelques statues disséminées dans la ville. Ah, très bien. Donc c'est une des fiertés nationales, Mère Teresa? Je ne peux pas dire que ce soit vraiment une fierté nationale, mais en tout cas, parce que ce n'est pas un pays catholique, il y a une minorité catholique. Oui. Sinon, il y a des musulmans, des orthodoxes, essentiellement. Tout à fait. Il y a d'ailleurs, la taille du musée, c'est 2 pièces. C'est même une pièce, parce que après, c'est des escaliers qui vont accéder à un étage. Il y a une reconstitution d'une salle à manger, avec quelques documents qui ont appartenu à Mère Teresa, mais très peu de choses. Il y a une statue, effectivement, en ville. Et vous disiez, oui, il y a le côté albanais et tout. Alors, c'est fou, parce que lorsque vous arrivez, donc, il y a de ce côté-là, il y a vraiment une frontière. On dirait que vous passez de l'Occident à l'Orient. Alors, c'était le même pays autrefois, c'était Yougoslavie. C'est ça qui est frappant. C'est ce pays que j'ai trouvé formidable. Franchement, peut-être que c'est celui qui m'a le plus fasciné, parce que lorsque, j'ai une anecdote que je vous raconterai, il y a ce côté qui est Disneyland urbain, et lorsque vous passez de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le Old Bazar, donc le vieux bazar. Et là, ce sont plus des hautes constructions, il n'y a plus de colonnes, ni grès, ni romaines, ni rien. Ce sont des tout petits bâtiments d'un étage ou deux, et vous entrez vraiment dans un autre monde. Donc je suppose qu'en Macédoine du Nord, comme au Kosovo, on voit à tous les coins de rue des mosquées, des églises. Alors quand vous rentrez dans le vieux bazar, vous rentrez vraiment, on aurait dit que c'était un fait exprès, lorsque j'entre, il y a la mosquée qui est en face de moi, il y a les cloches
qui sonne, et je rentre dans ces vieilles ruelles qui sont animées avec Rihanna, la musique de Rihanna dans la moitié des bars de la ville. Et ce côté-là est extrêmement animé le soir. Et donc je me promène le soir, il est 22h, 22h30, et j'entends deux filles fredonner Jodassin. Alors je me dis, tiens, je vais aller voir parce que l'accent était superbe. Et je rentre, et un quart d'heure après, elle chante Mini Walk. Je me dis, c'était quand même incroyable de chanter corse au fin fond de Skopje dans un petit bar dans le bazar. Et donc, au bout d'un moment, on discute et elle me dit, oui, on a été fille au père à Calvi. Et donc, elle connaissait quelques chansons corse. Et quand elles ont su que j'étais là, du coup, derrière, elles ont chanté quelques. C'est pas obligatoirement ce que j'étais allé chercher lorsque vous partez en Macédoine, mais le cadre était intéressant et rigolo. Là, on a évoqué tout à l'heure ce conflit autour du nom du pays, que certains continuent à appeler Macédoine, mais qui, depuis un règlement politique avec le gouvernement grec, s'appelle désormais la Macédoine du Nord. La Grèce conteste au peuple actuel de la Macédoine le droit de revendiquer l'héritage culturel, donc y compris le nom, de l'ancienne Macédoine, considérant que c'est un héritage grec plus que macédonien. Le nom de Macédoine avait été donné par Tito, rappelons-le, à l'époque de la Yougoslavie, après la Seconde Guerre mondiale. Y a-t-il en Macédoine du Nord actuelle des éléments, des statues ou autres qui rappellent le passé antique macédonien? Y a-t-il une statue de Philippe de Macédoine ou d'Alexandre le Grand? Très peu, c'est justement la critique, justement ce que je vous disais tout à l'heure, très peu, parce que le gouvernement, ce n'est pas quelque chose qui revendique aujourd'hui, et ça semblait fou de vous dire que ce sont des statues d'artistes anglais, je ne sais plus exactement le nom et tout, mais de différentes nationalités et très très peu macédoniens. Parce que l'une des raisons du conflit avec la Grèce, c'est qu'ils avaient utilisé, je crois, le soleil de Macédoine, le soleil de Philippe, c'est l'emblème, comme un emblème national pour la Macédoine d'aujourd'hui. Je crois que c'était l'un des éléments de conflit entre les deux pays. J'ai peur de vous dire une bêtise, mais c'était même celui qui était sur le drapeau, non? Je crois bien, oui. Alors bon, malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. J'ai l'impression qu'il va falloir faire une nouvelle émission avec vous un de ces jours. Vous êtes allé au Monténégro aussi? Non. Par contre, je suis allé au monastère Saint-Joachim Osogovski, qui est un monastère orthodoxe qui est dans la montagne macédonienne et à la frontière de la Bulgarie, parce que j'ai fini par mon Bulgare, que je conseille à tout le monde parce que c'est un endroit totalement perdu, incroyable. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous invite dorénavant pour une prochaine émission. On fera un prochain numéro pour parler de ce monastère et peut-être ou un autre voyage. Ou alors un autre voyage lorsque vous aurez lancé une fléchette vers un autre pays, peut-être la Transnistrie, pourquoi pas. Oui. Très bien. Merci beaucoup, beaucoup. Jean-Yves Bonifay. Ça nous change un peu de mes propos habituels sur l'Afrique ou sur le Caucase. J'ai été très heureux aussi, de vous accueillir et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, au revoir et à la semaine prochaine.